vous y habituer. Aujourd'hui, je reçois Madame Rania Oulé-Sire, quand elle est bien. C'est un nom qui va être très important. Bonjour Rania. Bonjour. Je dois dire Madame, Mademoiselle? Madame. Madame. Alors, vous êtes issue d'une grande famille, d'une petite famille? De deux enfants. Deux enfants. Nous sommes deux enfants dans la famille. Et vous êtes d'origine? Franco-algérienne. Ah, ça c'est une nouvelle. Mais c'est très bien. Alors, expliquez-nous un peu votre parcours scolaire. Alors, je suis née à Port-Royal, à Paris 14e, et j'ai fait mes études en France jusqu'au lycée. Au niveau baccalauréat, j'ai poursuivi un baccalauréat à l'époque, on appelait ça comme ça, comme on dirait ici les humanités, la 6e secondaire supérieure, en génie électrotechnique. Donc, je vivais à Anières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, et puis ensuite dans le Val d'Oise, où j'ai fait mes études à Anguin-les-Bains. Et puis, à l'âge de 19 ans, donc, je me suis exilée vers la Belgique. Je devais, entre autres, m'engager pour l'armée de terre, et on m'avait donné un poste de casque bleu sur une promotion pour 2000 femmes, nous étions 13 à la fin, mais moi je voulais notamment travailler pour mon pays natal, qui est la France, mais en tant que civile, tout en ayant une vie de famille, ce qu'on ne pouvait pas avoir, parce qu'à l'époque, avant que Jacques Chirac ne change les lois, il n'y avait plus les journées volontaires, mais il fallait signer des contrats de 2 années. Et donc à cette époque-là, voilà. Et donc à cette époque-là, on voulait me prendre pour donc aller en mission en tant que casque bleu à Sarajevo. D'accord. On va aller plus loin. Vous étiez une bonne élève, une mauvaise élève? Moyenne. Je me débrouillais assez bien. Rebelle? Oui, rebelle et aussi en même temps assez solitaire. Et j'ai toujours aimé la lecture. Et voilà quoi. Donc l'injustice. Quelque part, vous rattraper dans le temps. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, ça c'est en ce qui concerne la scolarité. Au niveau professionnel, qu'est-ce que vous avez eu l'occasion de faire et où en êtes-vous aujourd'hui? Alors, comme je vous expliquais, vers mes 19-20 ans, je suis une migrante de l'Europe. Et donc, je suis allée en Belgique, et maintenant ça fait 25 ans que j'y vis. Donc, je suis mariée et maman de 4 enfants. Et donc, oui, tout m'intéresse. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Et j'ai repris aussi des études, j'ai travaillé dans une société de semi-conducteurs, tout ce qui était autour de l'électronique pour Alcatel et tout ce qui était... voilà, exactement, j'étais audit de qualité pour une grosse boîte. C'était une boîte en fait, une multinationale, nous parlons anglais, nous étions pas loin des Aventem, et comme ils ont fait des mauvais investissements, elle a fait faillite et moi j'ai repris le chemin de l'école en faisant des études d'analyste programmeur, de web développement, dans des centres. Oui, tout à fait, en analyse et en gestion. J'étais aussi en parallèle avec mes enfants, donc j'ai toujours cumulé entre les études et la maison, le temps de m'occuper des enfants. Et puis j'étais aussi autonome, j'ai dû ouvrir mon propre restaurant pendant 3 années. En tant que maman, vous parvenez un petit peu au niveau planning, etc. Vous parvenez à trouver le juste milieu? C'est pas évident, mais quand on aime faire des choses, on ne peut pas rester qu'à la maison non plus. Donc apprendre, c'est important. D'accord. Alors ce qui est intéressant à savoir aussi, par rapport à le parcours que vous avez eu, que pensez-vous un petit peu dans ce qu'on vit actuellement au niveau du gouvernement, au niveau des gens, au niveau de la Belgique? Qu'est-ce que vous en pensez réellement? Moi, ce que je pourrais dire, c'est que aujourd'hui, le citoyen, et déjà depuis bien longtemps, n'a plus la main mise sur la politique, tout simplement parce que ce soit en France ou en Belgique d'ailleurs, justement, c'est une stratégie de dégoûter les citoyens de la politique, parce que comme ça, on a tout intérêt à garder toujours nos postes, alors que le politicien et le politique à la base, c'est un représentant du peuple et c'est un travail noble dans le sens où on doit être les porte-parole et non mettre sous tutelle le citoyen. Mais le citoyen lui-même aussi a déserté ce champ, parce que je parle toujours de cela.
La racine sémantique de citoyen, c'est la cité avec un grand C. Et donc, si on ne s'intéresse pas aux affaires de l'État, et si vous ne faites pas la politique, comment? Et là, ça t'intéresse à vous. Oui, mais même si vous ne faites pas la politique, on la fera à votre place et vous la subirez au lieu de la faire. Donc, on est tous responsables, en fait, entre guillemets, du merdier dans lequel on se trouve. Et c'est trop facile de laisser aux politiques actuelles, finalement, que le mauvais rôle pour avoir les politiciens que nous avons aujourd'hui qui nous font subir ce qu'on est en train de subir, c'est parce qu'on a été des mauvais citoyens. Si nous avions été beaucoup plus impliqués dès le début, au lieu d'être justement dans ce consumérisme acharné et à la course au matériel, pour reprendre ce que disait Mohamed Al-Boul, on n'en serait pas là. Donc aujourd'hui, il faut pouvoir s'y défendre à l'heure actuelle par rapport à la polémique, qu'on dit la polémique, les programmes de l'EVRA, c'est tout ce qu'on nous a mis dans le dos en tant que parents pendant 10 ans, être à la hauteur pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants, et savoir exactement de quoi on parle, parce que pour l'instant, la propagande n'est pas de notre côté, mais elle est du côté du gouvernement. D'accord. On se demande à un moment donné qui travaille pour l'autre. Ça dépend. Donc ce que je veux dire, c'est que moi j'ai 10 ans d'expertise sur les races. Comment je me suis intéressée à cela? Je l'ai découvert par hasard quand je voyais qu'il y avait beaucoup de manifestations inciviques, que ce soit la Gay Pride, où on essaierait de nous dire ah oui, nous serions homophobes, tout simplement parce que nous ne sommes pas pour l'incivisme dans les rues et que ce n'est pas la seule manifestation qui est incivique. Vous avez la cyclonudista pour l'histoire du climat, on fait de l'atteinte à la pudeur devant des familles et des enfants. Je veux dire, il y a des lois. Et il y a aussi le code pénal, l'atteinte aux mœurs sur des enfants qui ont moins de 16 ans. Quand on voit des choses qui relèvent de l'intime, de l'attentat à la pudeur, et ben, il faut pouvoir remettre, comme on dit, l'église au milieu du village. Et arrêter d'avoir honte pour rien. Parce que ceux qui devraient avoir honte, c'est pas nous. Justement, par rapport à ce que vous dites, très intéressant, que pensez-vous des programmes qu'ils essayent de mettre dans les écoles aujourd'hui pour apprendre aux enfants de 5 ans la sexualité? Alors ils vont dire que nous sommes des complotistes, à la même manière pour les injections qu'on a fait passer pour des vaccins, donc ils étaient en phase 3, il n'y avait qu'à voir sur le site internet de Sciences Sano, pour voir que les datas ont été changées en février 2022. Nous avons les bases de données, les anciennes bases de données sur les injections et non les vaccins. C'est une insulte à l'intelligence, alors que déjà, je laisserai d'autres spécialistes bien plus calés que moi sur cette question parler, mais on nous a raconté tout et n'importe quoi, on a fait une propagande de masse sur les foules, qui ont cru et qui ont fait confiance, et ils vont faire exactement la même erreur avec les masques, où on vous dit que c'est tout beau et c'est tout gentil, c'est tout bisounours, c'est pour de la prévention. Pendant 10 ans, j'ai fait donc de la veille, depuis 2015, je me lève contre les brasses. On était seuls aux manifestations, on se filmait à l'époque, on avertissait les gens, on ne comprenait pas ce qu'on disait. Pourquoi? Parce que l'attaque est transversale, c'est tellement gros qu'on disait que c'était pas possible, que tu avais dû fumer, tu avais dû rêver en fait. Et on expliquait déjà ça fait 10 ans aux gens. Et là maintenant, quand on nous a pondu le Guy des Brasses en 2021-2022, là les gens ont commencé à se réveiller, à se dire ah ouais, vous avez déjà 10 ans de retard. Donc, et aussi ça s'est fait catimini, pourquoi? Parce qu'en 2012, vous avez Marie-Dominique Simonet qui rentre les Brasses dans les missions d'école. Mais il faut savoir qui sont derrière, qui sont les associations qui ont fait du lobbying incessant sur les politiques. Parce que, voilà, exactement. Alors, ce sont des préconisations et des recommandations de l'OMS. Une recommandation n'est pas une obligation. D'accord? Déjà, il faut maîtriser la langue. Et comment on fait pour finalement, asservir les peuples? On commence déjà à être dans de la périgée au niveau de l'école. Il n'y a qu'à voir au niveau des statistiques PISA, quels sont les résultats de la Belgique? Quels sont les résultats de la Belgique en termes instructionnels déjà? La FEB ne fait pas déjà son travail, et elle veut s'occuper des entreprises de nos gosses. Laisser les éducateurs, ce sont les parents. On n'a pas signé un pacte d'éducation, mais pour l'instruction. Et l'éducation et la coéducation
comme le dit si bien le Centre d'action laïque, ne se fera que sur notre bon vouloir en tant que parents. Parce qu'on nous met sur la table le non-sexisme, les luttes féministes. En fait, les bras, c'est devenu un outil propagandiste et un outil qui permet de faire de la déconstruction identitaire sur les enfants, mais surtout et avant tout, enlever l'autorité parentale. Et ça, il faut bien le comprendre. Si on ne comprend pas les tenants et les aboutissants, avec d'un côté, vous avez les lobbies LGBT, transgender, vous avez de l'autre côté les plannings familiaux et les fédérations laïques de planning familial, vous avez aussi les luttes dites féministes, que j'appelle ultra-féministes, pro-avortement. Nous ne sommes pas pro-vie, nous sommes juste pour la natalité, à savoir qui est pro-mort. Et donc, quand on maîtrise le sujet, maintenant, le crime de lèse-majesté, c'est d'avoir un discours pour la vie qui respecte la vie humaine, pro-nataliste, et on estime que les races, pour pouvoir aborder sous terme d'égalité, soi-disant, de la société, qu'il y ait plus de bienveillance. Oui, nous sommes pour qu'il y ait plus de bienveillance, mais comparer une sexualité homosexuelle à une sexualité hétérosexuelle, c'est vraiment de la blague, c'est encore nous faire croire à la fable du Père Noël que le Père Noël existe. Donc, un couple hétérosexuel, d'un couple hétérosexuel, il y a un résultat, la plupart du temps, qui est la naissance d'un enfant, et ça confère des droits et des devoirs naturels. Ce qui n'est pas le cas d'un couple homosexuel, qu'il soit de deux femmes ou de deux hommes. Donc ça ne nous dérange pas finalement de chosifier l'enfant au nom des désirata de l'égalité. Et finalement, il y a quelque chose de très névrotique chez ces lobbies, parce que je parle bien des lobbies et des associations, et non des homosexuels en tant que tels. Qu'on soit bien clair, je suis très nuancé. C'est-à-dire qu'il y a des homosexuels qui assument totalement leur sexualité, il n'y a pas de problème. Mais quel est, c'est-à-dire, voilà, ce que je veux dire, c'est que si on dit que ça nous regarde, que c'est notre vie privée, alors la vie privée, elle doit rester à la maison et pas être envahie sur le domaine public, dans les rues. Là, on a une manière de se tenir minimum. À avoir, oui, le respect, le civisme public qui s'est perdu. Voilà. Le savoir-vivre, c'est pas de montrer ses parties à maximum, c'est de s'habiller à un minimum. Vous comprenez la nuance? Voilà. Et aujourd'hui, on est dans une course effrénée. C'est pour ça qu'on essaie un petit peu de voir un petit peu le problème qu'il y a entre les écoles, l'éducation et le rôle des parents. Oui. Le rôle des parents, je pense qu'on ne peut pas retirer le rôle des parents. C'est impossible. Non, c'est pas impossible, parce qu'avec le nouveau décret de justement, il y a une stratégie, comme vous avez dit, de pouvoir déstabiliser. Une stratégie concertée. Oui, exactement. Mais je suis désolé. Moi, je suis désolé. Les parents doivent se réveiller. Les parents doivent mettre leur veto. Ils n'ont pas mis un enfant au monde pour qu'on vienne le contrôler. Non, le problème, où est-il en fait? Faire de la sensibilisation à la sexualité en secondaire inférieur est une chose, et sur le bon vouloir des familles qui doivent signer un document au même titre que chaque année on nous fait signer pour des cours philosophiques. La neutralité de l'État, et notamment de l'enseignement, vise justement à ne pas se substituer aux familles. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus de neutralité. On a supprimé du lycée. Non, voilà, exactement. Ils disent que c'est la neutralité, et c'est pour que tout le monde puisse avoir la même information. Alors, on fait de l'intrusion dans la vie familiale en montrant en réalité du doigt les parents comme étant défaillants par essence, et que pour corriger cette défaillance que les parents ne pourraient pas donner, c'est-à-dire en termes éducationnels à leurs enfants, on va le pallier à l'école. On ne les a pas invités. L'éducation, ça relève de la famille, des parents, mais quand on confie notre enfant à la base à l'école pour l'instruire, il y a aussi un projet pédagogique qui est derrière et un pacte de confiance entre les parents et l'école. Il a été brisé de leur côté unilatéralement avec le gouvernement de la FOB
qui impose maintenant cela. Pourquoi? Parce qu'avant, quand il y a eu le protocole 2013, Marie-Dominique Simonet a fait en sorte de dire qu'on ne se substituait pas aux parents, que ça allait se mettre graduellement, mais dans le protocole 2013, on expliquait surtout qu'on s'attaquait, entre guillemets, au secondaire, pour pallier à des grossesses non désirées ou contre des maladies, ce qui peut s'entendre à 15 ans, parler de sexualité, 14 ans, prévenir, mieux que, comme on dit, guérir, oui, mais ensuite on a glissé vers l'enfance. Oui. Et là, il n'y a plus de frein. Il n'y a plus de frein, et ce sont Nicolas Minskart, des fédérations laïques de planning familial, le Centre d'action laïque, vous avez Madame Sylvie Losberg, et vous avez plein d'autres acteurs associatifs. Nous avons les noms, hein, avec les maisons arc-en-ciel qui, à chaque fin de Gay Pride, ont des acquis politiques, qui empiètent sur les droits en fait, des familles nucléaires hétérosexuelles. Alors, avant de parler d'homophobie, parlons aussi de l'hétérophobie. Parce que maintenant, on nous parle au niveau sémantique de ce qu'est l'hétéronormativité. Et on dit en réalité que être hétéro, c'est une norme, et que tout est sociologique, et qu'en fait, on peut changer la donne. L'idée, c'est ça. Et on va en fait nous faire quoi avec nos enfants? Un mai 68 à l'envers, de l'émancipation, mais chez les petits, pour dire que tu as le droit de te sentir garçon ou fille. Alors on a dû lutter pour qu'on change au niveau du biais des races. Ils ont enlevé quelques trucs, mais en réalité, on n'a rien enlevé à l'ADN de tous les acteurs associatifs qui sont derrière, où il y a eu des débordements, où il y a eu des atteintes à la pudeur, où il y a eu des enfants choqués, où toutes les doléances des parents ont été ignorées par les directions d'école, où déjà en 2013, on rentrait dans l'école maternelle et primaire de Waterman-Boisfort, on parlait de sexualité, de sperme, de vulve et de comment, à des maternelles et des primaires dans le dos des familles. Alors quand Madame Caroline Dédier nous dit non, ce n'est pas vrai et ce ne sera qu'en 4e et secondaire et 6e primaire, pipeau. Je l'ai rencontré le 11 février dernier. Vous ne pensez pas que les gens qui sont au gouvernement et tous ces associations qui mettent en place peuvent croire que les enfants sont nés avec un cerveau d'Einstein? Non, le problème c'est que vous savez très bien que les enfants en bas âge sont malléables. Nous sommes considérés en tant que parents comme un problème, c'est écrit comme ça dans leur documentation. Mais comment un enfant peut comprendre des tels propos? Non, en fait on leur dit quoi? En fait on met le verre dans le fruit, sous couvert de parler de prévention et de consentance contre la pédophilie. En fait on leur fait voir des choses qu'ils ne sont pas capables d'encaisser à leur jeune âge. Donc on fait de l'intrusion au niveau psychique. Et donc en plus de ça, ils l'ont fait dans le dos des familles. Quand les personnes rentrent, elles s'enferment à l'intérieur des classes. Donc les acteurs externes rentrent à l'intérieur des classes pour dire tout ce qu'ils veulent aux enfants et non sur la supervision du professeur pour qu'ils soient beaucoup plus à l'aise de parler. Ce qu'on ne dit pas derrière, c'est que vous avez la documentation basée sur les races avec du support pédagogique qui fait de la promotion à la masturbation infantile précoce. Vous avez, qui a été déjà fait en 2018 par exemple les éditions Nez à Nez, avec Éléphantine découvre sa zézette, Ricardo son zizi, et vous voyez on peut se faire du bien et se masturber sous couvert de dessins très 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 ludiques. Et je me suis fait passer en 2016 pour une dame de l'Ebras, et on m'a donné des super catalogues, en forme de peluche, de vulve et de pénis, et c'était écrit tout public. Donc déjà à l'époque on nous donnait des mallettes. Il n'y avait pas marqué gratuit en dessous? Oui, il y avait gratuit, il y avait du tout. Donc du coup il faut arrêter de nous prendre pour des débiles. Je pense qu'on a beaucoup à débattre, on verra ça dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Moi aujourd'hui ce que je voudrais savoir, c'est que tu as essayé de te lancer en politique. Ah oui, alors et ça m'intéresse. Oui, alors il faut savoir que de toute façon j'essaye de mobiliser pendant des années par rapport à l'Ebras et contre la Gay Pride, puisque je voyais directement quels étaient les acquis politiques post-Gay Pride qui faisaient directement de l'ingérence et une guerre
que non, c'est contre toutes les discriminations. Bien sûr, pourquoi vous ne faites pas des portes ouvertes au lieu de faire des 7 Gay Pride qui coûtent une blinde aux contribuables? Je me rappelle très bien au temps de Yvonne Mayer à Bruxelles, en 2016, il y avait plein de SDF à craquer les rues et à la gare centrale et partout, avec son piétonnier qui a plombé tous les commerces pour faire finalement et rendre l'endroit complètement insalubre ou complètement dégradé, où on a eu le droit ensuite par la suite à une gentrification pour revenir sur l'immobilier, où finalement on fait en sorte de laisser prospérer la saleté, la délinquance, pour ensuite faire un business fructueux, pour acheter l'endroit pour une bouchée de pain à des riches qui viennent, des riches et des snobs qui viennent investir et qui revendent 5-6 fois plus cher. Pour vous, c'est une tactique. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et le piétonnier, il a coûté, je crois, 20 millions d'euros. Et l'hôtel Métropole a attaqué Yvonne Mayer à l'époque pour 6 millions de dédommagements. Qui va le payer, ça? C'est encore nos poches. Voilà. Donc, il y a encore beaucoup de choses à dire dans ce sens. Et donc, pourquoi je me lance en politique? Pas parce que j'ai confiance à nos politiques actuels, non. Non. Tout simplement parce que j'estime qu'être un citoyen, c'est être un politique. Et ne pas s'occuper de ce qui nous arrive et toujours se plaindre à manifester, ce n'est pas une solution. Il faut passer l'étape supérieure et monter pas à la 5e vitesse mais à la 6e et comprendre bien que le changement ne se fera pas sans nous tous en tant que parents. Et ce qui est fédérateur, ce sont les enfants, au-delà de nos confessions respectives. D'abord on dégage le programme de l'Evras de l'école, après on discute. C'est pas on nous impose tout et après on nous laisse comme ça en train de demander des miettes. De toute façon on compte bien. Je crois qu'ils nous ont endormis avec le décret. On compte bien assigner les politiques comme les associations qui ont fait du rapt parental c'est des associations de malfaiteurs. Et les stratégies concertées ne sont rien d'autre qu'un complot contre les familles. Et je vous mets au défi de m'attaquer en justice sur tout ce que je dis. Et on verra qui aura gain de cause en bout de course. Je sais tout argumenter et donner toute la documentation nécessaire quant à ce dossier. Et on nous fait passer pour des diables. Il est connu que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Moi, j'ai passé le stade d'avoir la rage. Et donc nous nous sommes présentés tout naturellement avec le collectif citoyen, puisqu'on était plein de citoyens à se mobiliser, de parents à se mobiliser contre l'éducation sexuelle des petits. Pas d'Evras dans le fondamental, on ne touche pas au maternel, au primaire, et au secondaire inférieur, on en parle sur bon vouloir des parents en faisant signer un document et qu'on parle de sexualité et de toutes les sexualités à 15 ans, oui, c'est beaucoup plus approprié. En dehors de ça, on ne touche pas au petit. C'est toujours été fait normalement à l'époque. Donc voilà. L'évolution n'est pas toujours. Oui, mais en fait, on s'est attaqué par des sociologues qui se font passer pour des experts et qui veulent en fait changer la donne et qui en fait refusent tout ce qui est pédopsychiatrie. Donc vous avez le CEA-SBL qui est un centre d'expertise soi-disant pour l'enfance, mais qui n'est fait que d'anthropologues et de sociologues, et qui sont repris d'ailleurs par Madame Christie Montréal, qui les a bien mis dans sa note de compte rendu parlementaire, déjà en 2017-2018. Et la labellisation, il faut savoir que c'est une manière en fait d'éjecter les associations d'obédience religieuse et catholique qui leur posent problème, et notamment la SBL Croissance, qui elle disait qu'il fallait patienter, se préserver, faire attention, et que comment elle apprenait, elle parlait aux adolescents. Et ça n'est pas de leur goût. Alors ils préfèrent dire que nous sommes anti-homo, anti-avortement, pour les éjecter et dire que c'est eux qui font du prosélytisme, alors que Evras est un outil militant, de manière aussi à faire dépénaliser en fin de course aussi l'avortement. C'est très transversal. Et elles sont main dans la main. Bizarrement, en 2011, on n'a pas invité les fédérations de parents musulmans. Apparemment, on ne ferait pas partie de la cité, nous ne serions pas des citoyens. Par contre, pour prendre nos impôts,
Notre argent n'a pas d'odeur. Il n'y a pas de couleur. Voilà, il n'y a pas de couleur. Voilà. Ok, c'est super. Donc pour l'investissement politique, on s'est présenté en tête de liste pour les élections européennes, mais comme on s'y est pris un petit peu tard, ben voilà, on n'a pas su aller jusqu'aux européennes, mais peu importe, le combat continue, le combat de fond, et aussi voilà, au niveau fédéral et communal et régional, et on mobilise les troupes. D'accord. Alors, une petite question concernant le collectif citoyen. Vous en parlez bien. Profondément, sincèrement, de votre part, que pensez-vous qu'ils peuvent mettre sur la table par rapport à tous les partis existants? Ben, il faut savoir que tous les partis existants, que ce soit le PS, MR, Écolo, Défi, tous les engagés ex-CDH, ils ont tous été pour les bases depuis le début, c'est eux qui nous ont mis ça dans le dos. Et vous avez le PS, vous avez Écolo, et Écolo, vous aviez notamment Mathieu Dale, qui est un homosexuel, qui se revendiquait homosexuel, mais pas à la manière des lobbies LGBT, qui les a rejoints, donc ils étaient en 2012, et qui disait non, moi je parle en tant que citoyen, et 2 ans après, en 2014, on nous met sur la table la note interfédérale contre l'homophobie et la transphobie, et vous avez déjà les races dedans. Vous avez... il y a plein de choses à dire. Et nous, on va nous dire qu'on soit homophobes. Moi, je vous renverrai la question. Est-ce que ce ne serait pas vous qui serez hétérophobe et qui nieriez l'évidence et qui croyez encore au Père Noël? Je suis désolée. Déjà, même le terme sémantique au niveau mariage, il y a quelque chose de très névrotique chez eux. C'est chez ceux, bien oublié. Moi, je respecte les homos qui assument leur homosexualité jusqu'au bout et ne choisissent pas l'enfant et ne cherchent pas à mimer les hétérosexuels. Soit vous assumez d'être des homos jusqu'au bout, soit il y a quelque chose vraiment de névrotique. On se revendique homosexuel tout en essayant de mimer les homos et tout en revendiquant le mariage des hétéros pour nous en tant qu'homos. Ça les arrange peut-être. Mais non, c'est une déconstruction et nous sommes pour les valeurs familiales. Et il ne faut pas en rougir, il ne faut pas avoir peur. Et nos enfants, moi, comme j'ai dit à Madame Caroline Désir lorsque je l'ai rencontrée le 11 février dernier, je lui ai dit que je ne les ai pas fait avec la FEB ni avec votre Parlement. Et je ne me laisserai pas faire en tant que mère. Et j'invite toutes les mamans à se lever. Pourquoi? Parce qu'ils surfent tous sur le féminisme. Et bizarrement, ça ne les dérange pas de nous rendre juste des poules pondeuses et de rien avoir à dire sur nos enfants. Voilà. Ok, c'est très bien. Franchement, comme je vous dis, il y aura bientôt des grands débats là-dessus. Maintenant, très vite. Coup de gueule. J'en ai plein. Non, un petit et très vite, rapidement, s'il te plaît. Déjà, je suis une ancienne Sicardécoise, je vois comment au niveau du parking, c'est devenu affolant, comment on nous vole au quotidien pour 1 heure. J'ai fait une petite vidéo, normalement c'est 2,60 € l'heure avec les parcs-mètres de Rovers, mais en fait vous payez pour 1h30, 3,50 € l'heure. Et il y a plein de choses comme ça, on se fait arnaquer partout, et de plus en plus, il faudrait aussi, par rapport au logement, pour reprendre un peu ce que disait Mohamed Agoul, légiférer pour qu'on arrête finalement de raquer et de raqueter aussi bien les propriétaires que de raqueter les locataires. Une loi au mètre carré, ça serait important. Pourquoi? Parce que comme on sait qu'on a la Commission européenne, on vit sur le mode de vie des gens riches et on ne vit pas sur le mode de vie du citoyen lambda. Et donc, il n'y a pas suffisamment d'aide pour les loyers. Les loyers ont explosé. On est devenu pratiquement comme au Royaume-Uni ou ailleurs, et en France, pour de la colocation, alors qu'il y a 3-4 ans en arrière, plus ou moins, on arrivait encore à louer des appartements et à avoir des enfants. En fait, maintenant, Bruxelles, c'est devenu soit une ville de bureaux, soit une ville de jeunes, mais pas des familles. Et les familles vont de plus en plus loin, à la périphérie, dont moi, puisque j'ai 4 enfants, et j'ai dû aller en Brabant. Et j'ai pu louer à l'époque une maison pour le prix d'un appartement à peine de 2 chambres, qu'on ne voulait pas forcément nous louer. Donc vous imaginez, voilà, on se retrouve à être finalement en périphérie parce qu'on ne peut plus faire habiter qui? Des familles. Et en fait, ça devient une ville de quoi? De célibataires, de jeunes ou de bureaux. Et pas de famille. Et les familles, quand elles ont l'occasion, quand on voit toute la délinquance tout ce qui est mis en place, si vous ne voulez pas de délinquance, faites en sorte déjà
moi personnellement, si ça ne tenait qu'à moi, si j'étais au régional ou quoi, moi je remets à 16 ans du pénal et des amendes aux parents. Oui, oui, ça oui. Pour moi c'est ça, parce qu'on est responsable. Au niveau pénal, on est responsable jusqu'à 18 ans des enfants. Au niveau pénal, les parents, les parents sont responsables jusqu'à leurs 18 ans, mais on n'est pas assez responsable pour faire nous-mêmes l'éducation de nos enfants à un niveau plus global et sexuel. Tout le monde peut venir mettre sa main dans notre pâte à modeler et venir balayer nos enfants comme ils le veulent, comme bon leur semble, pour les formater d'une certaine manière et les livrer comme du bétail par les idéologues. Voilà. Ben, c'est super, bien. Écoute, franchement, je suis ravi d'avoir reçu. Merci. On aura l'occasion encore de débattre, etc. Bien sûr. Voilà, merci de nous avoir écoutés. C'était Rabia Obenpsir, ne l'oubliez pas. Elle va faire le dernier mot pour clôturer l'émission. À toi, Rabia. Chers parents, c'est le dernier tournant. Si vous ne vous levez pas maintenant, et si vous ne savez pas ce qu'on nous réserve, par les acquis politiques, derrière la Gay Pride qui va arriver bientôt, au mois de mai, au 18 mai, et toutes les doléances des maisons arc-en-ciel, et tout ce qu'il y a derrière, eh ben vous êtes morts dans le game avec vos enfants, et je vous le dis d'avance, c'est maintenant, et pas après, et pas dans 5 ans. C'est maintenant qu'il faut vous lever. On vous donne rendez-vous ce 25 mai, place Albertine, de 14h à 16h, pour nous dégager les brasses de nos écoles. Merci. Un grand merci et toutes les informations sur la vidéo pour Rabia seront en dessous. Vous pouvez la contacter quand vous voulez. À bientôt.